La question du désir, lorsqu'il s'adresse à une personne, se présente comme une intrigue, une attirance dépourvue d'arrière-pensée, une curiosité saine. Donc je parle ici pour la plupart des personnes et non pour des perturbés. Donc ce désir s'exprime généralement à partir d'un charme qui, si la relation se prolonge, est partagé. Les personnes se charment elles-mêmes naturellement enjouées par ce qu'elles vivent. Donc ce charme peut être instantané, il n'est pas nécessairement ostentatoire, il va correspondre à des codes, à des modes, il peut correspondre aussi à des affinités intuitivement perçues entre les personnes, à des percepts comme on le disait, et on peut soutenir que chacun a une certaine conscience du charme, voire du non-charme qu'il exerce autour de lui et d'elle. Une petite aparté ici, la conscience de soi dans le charme qu'on exerce ou dans l'effet que l'on produit sur l'autre est une donnée importante de notre conscience. Elle est à prendre en compte, on l'appelle la capacité réflexive, mais nous y reviendrons. En tous les cas, à partir du charme exercé, la curiosité des personnes va faire le reste. Et chacun, selon sa complexion, comme dirait Spinoza, peut vouloir s'aventurer jusqu'à un certain niveau de l'intrigue et du charme qui le travaille. Je rappelle la question que nous nous posons. Pourquoi le jeune se sent si coupable des tragédies qui lui arrivent, de la maltraitance qu'il va subir et de la dégradation qui va s'ensuivre du sentiment d'estime de soi? Lorsqu'il y a une différence d'âge, nous savons que du côté de l'adulte, ça engage une responsabilité d'autant plus grande qu'il y a une possibilité d'emprise, de pouvoir, d'influence sur le jeune que lui-même peut percevoir comme des atouts, des marques de reconnaissance, de gratification. Quant à l'adolescent, on sait qu'il rejoue ce qu'il ressent au plus profond de lui-même, notamment en essayant de s'affranchir de tous les interdits qu'il a subis durant son enfance et qu'il a envie de mettre à l'épreuve pour précisément naître à lui-même. Donc l'un des points à prendre en compte est le besoin de l'enfant de se construire sans autre choix que celui d'intérioriser l'environnement qui est autour de lui. Cet environnement s'impose à lui de telle sorte qu'on peut dire qu'il est un peu lui. Donc si cet environnement n'est pas gratifiant pour l'enfant, il sera une menace et il nuira d'emblée à l'image que l'enfant se fait de lui. Donc à ce premier niveau d'intériorisation d'une image de soi, s'ajoute une seconde intériorisation plus sociale, celle-là, qui est celle qui se fait dans l'environnement scolaire, avec le climat de la classe, selon les camarades, les amitiés fortes que l'on partage, selon une ambiance générale de rivalité ou de coopération et de camaraderie. Donc la question que nous nous posons, je la rappelle parce qu'elle est d'une particulière intensité, c'est pourquoi les enfants prennent-ils sur eux les atteintes à leur estime de soi comme si c'était de véritables affections, au point où ils peuvent penser au suicide, se retrouver traumatisés ou marqués à vie, ou passer tant d'années à se réparer pour ceux qui trouvent les soutiens qui vont les y aider. La réponse que nous souhaitons apporter est sur plusieurs plans. Nous avons vu qu'il y a trois niveaux d'intégration ou d'intériorisation d'une image de soi. Le premier dans la petite enfance, où s'intériorise précisément le sentiment de soi. Le second dans la socialisation scolaire. Et le troisième à l'adolescence. À chacun de ces niveaux, s'il y a des afflictions qui portent sur cette image intérieure de soi, elles tendent à s'accumuler et elles sont d'autant plus graves qu'elles s'accumulent et qu'elles ont été premières, puis secondaires et enfin troisième dans l'adolescence. À chacun de ces niveaux, ce qui se joue au niveau du sentiment de soi, de l'estime de soi, diffère passablement. Ils sont cruciaux, on le devine bien, durant la première enfance, puis lors de la scolarité et enfin à l'adolescence. Nous y reviendrons brièvement plus tard. Or, une partie du drame se joue très tôt, en ce sens que nous faisons face à l'adversité du monde qu'avec les premières estimes de soi déjà intériorisées. Si ces premières expériences ne sont pas très valorisantes, le combat pour exister face à autrui va se compliquer et les premières vulnérabilités non stabilisées vont déjà être exposées à la seconde socialisation durant la scolarité et ainsi de suite jusqu'à l'adolescence. Le second niveau d'argumentation qui se joue par rapport à la tragédie d'être un enfant, et finalement pour tout être humain, tient à la capacité réflexive que nous avons évoquée précédemment. L'enfant est conscient d'être un être désirant, il se vit comme auteur de lui-même par l'intériorisation première qu'il fait de son environnement. Donc on est d'accord, il n'a pas une conscience immédiate d'être auteur de lui-même, mais il le sait intrinsèquement dans sa physiologie, dans son corps, parce qu'il est acteur
acteur du processus de lien qu'il crée avec les autres. Il réagit instantanément à son environnement par les feedbacks qui se font dans sa conscience, qui structurent déjà des éléments de son image de soi. Donc la capacité réflexive que nous avons évoquée plus tôt, les compétences, l'aptitude à être conscient de soi augmentent avec l'âge, mais elles sont premières initialement. Autrement dit, on ne peut échapper au fait premier d'être auteur de soi. Une troisième partie du drame se joue par le fait que si l'on se vit déjà avec une estime de soi peu valorisée, voire blessée, on va se trouver comme empêché de se présenter naturellement à l'autre, car on peut ne pas sentir l'énergie en soi, cet élan naturel qui nous porte vers autrui. Ou alors on le vit déjà avec un énorme stress et on est freiné dans sa nature de rencontrer l'autre. On ne le vit plus comme une réjouissance naturelle d'aller à la rencontre de l'autre. Précisons que l'on peut également se trouver empêché de se présenter auprès de ses proches, de sa famille, de ses amis, avec le sentiment de porter en soi une image dégradée, car on est naturellement animé du souhait de se présenter à l'autre sous un jour qui nous est favorable, qui nous est positif. Et ce n'est pas une question d'ego mal placé lorsqu'on est si jeune, mais c'est plutôt initialement que nous sommes porteurs de vie et que nous ne pouvons pas, que nous ne voulons pas incarner ou représenter celui qui annonce un désastre, une mauvaise nouvelle. Avec Jean-Jacques Rousseau, Corinne Pelluchon, les théories sur les attachements profonds, sur la résilience, mais aussi avec Axel Honneth et le principe de reconnaissance, on peut dire que nous sommes faits d'un élan premier qui est une gratification dans la rencontre avec l'autre. Le troisième niveau que nous venons de voir se rapproche de la honte sociale. On la reconnaît dans le souci que l'on a d'être bien accueilli, d'être plutôt bien reçu que mal reçu par les proches qui fondent notre premier environnement. Car on distingue déjà effectivement des notions de bien, de mal, d'agréable ou de désagréable dans ce que l'on partage. Et en fait, tout n'est pas neutre, tout n'est pas le bienvenu dans ce que j'exprime en tant qu'enfant. Et le souci de vivre des expériences de partage comme des gratifications, des encouragements est importante et cruciale. En tous les cas, la crainte d'être rejeté, ostracisé n'est pas une option tant mon niveau de dépendance est grand et incommensurable. Le quatrième niveau a à voir avec la honte sociale, c'est-à-dire avec les normes, avec ce qui fait valeur. C'est le regard que chacun intériorise et avec lequel notre jugement va peser sur autrui. C'est là que se stabilise l'idée de représentation de son groupe social et à partir de là, on peut se rendre compte que c'est toute la société qui participe à l'éducation de ses enfants. En France, pour le dire rapidement et avant de passer à notre dernier et cinquième point, c'est l'idée générale de méritocratie qui prédomine. On assimile cette idée aux gratifications reçues en réponse à un effort produit. Mais à l'échelle d'une nation, cette idée est une politique qui résulte d'une pensée élitiste qui structure l'ensemble du système éducatif selon les prérogatives du gouvernement en place. Mais dans son idéologie de fond, on ne voit pas immédiatement que la méritocratie s'oppose en général au travail effectué dans des rapports de coopération, des rapports d'entraide, de compréhension partagée. Non, les principes de la méritocratie privilégient la rivalité, l'hyper-individualisme, le chacun pour soi et le tout pour soi, c'est-à-dire le tout au plus méritant. En fait, la méritocratie va contre le sens d'une formation de l'intelligence collective, contre l'idée de l'intérêt général, de penser le bien commun. Pour le dire en un mot, elle va contre les valeurs générales de la démocratie et elle livre le groupe social à une sorte d'ensauvagement primaire qui décide du gagnant, qui l'emportera au détriment de tous les autres. Cela nous conduit au cinquième niveau de lecture qui est l'anthropologie sociale. Je pense au désir mimétique de René Girard et à la pensée sacrificielle. Le désir mimétique, ce n'est pas seulement faire comme l'autre ou obtenir les objets qu'il possède déjà. Il s'agit plutôt de consolider son lien d'appartenance, c'est-à-dire la raison même par laquelle on passe par des processus d'identification à autrui, lesquels processus sont directement liés à ceux de nos apprentissages qui vont suggérer des valeurs, des modèles, le sens du tutorat et celui des accompagnements. Et avec ce cinquième niveau, on boucle le tour. Je vous ai parlé de la pensée sacrificielle, c'est là qu'elle intervient dans la pensée de René Girard et sa théorie sur le bouc émissaire. Au motif de notre réussite sociale, à qui sommes-nous prêts d'en faire payer le prix ?
René Girard répond à la question: le bouc émissaire et le sacrifice dont il se charge incombent aux plus innocents d'entre nous, à savoir les enfants. Le sacrifice des enfants, c'est ce qui prévaut dans toutes les sociétés archaïques, mais on peut s'en faire les témoins, si ce n'est les complices, dans les sociétés qui régressent et qui remettent au goût du jour les principes d'une méritocratie au nom de laquelle on corrompt tous ceux de la démocratie. Je vous remercie de votre écoute. Vous retrouverez les slides dans notre forum dont le lien est sous la vidéo.